Les archives fédérales de 1847 rapportent que l'inspecteur William Hartwell disparut alors qu'il enquêtait sur des taux de mortalité suspects le long du Natchez Trace, dans le Mississippi. Son dernier télégramme, envoyé de Natchez le 15 octobre, mentionnait avoir découvert des brutalités systématiques dépassant toute documentation officielle dans cette plantation, appartenant aux familles les plus riches de la région. 3 semaines plus tard, lorsque les autorités retrouvèrent finalement sa calèche abandonnée près du manoir Orbin, elles mirent au jour ce qui allait devenir la conspiration la plus troublante de l'histoire du Sud antebellum. Pendant plus de 8 ans, une société secrète de maîtresses de plantation avait mis en place ce qu'elles appelaient des échanges correctionnels, un réseau leur permettant de transférer des hommes esclaves d'une propriété à l'autre afin de leur infliger des punitions de plus en plus sadiques. Les preuves étaient-en si accablantes que le gouverneur Albert Gallatin Brown ordonna de sceller toute la documentation. Pendant plus de 150 ans, la vérité sur le district de Natchez demeura enfouie dans les archives gouvernementales. Le nombre de morts dépassa 200 hommes, retrouvés dans des fosses anonymes disséminées sur les 7 domaines, tous portant les marques d'une torture systématique défiant même la compréhension contemporaine de la cruauté humaine. Avant de poursuivre l'histoire de l'inspecteur Hartwell et de ce qu'il mit au jour dans ses somptueuses demeures du Mississippi, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos sombres énigmes historiques. Dites-nous également en commentaire de quel État vous nous écoutez. Nous adorons lire vos messages venus de tout le pays. L'automne 1847 allait à jamais transformer notre compréhension des cruautés cachées de l'esclavage dans la région la plus riche d'Amérique, révélant des profondeurs de perversité humaine qui défient encore la croyance aujourd'hui. Le district de Natchez en 1847 représentait l'apogée de la richesse et du pouvoir du Sud. Une bande de 30 miles le long de la rive orientale du Mississippi, où le coton valait littéralement plus que l'or. Cette région comptait alors la plus forte concentration de millionnaires du pays, chaque grand propriétaire terrien possédant une fortune dépassant celle de villes entières du Nord. De somptueux manoirs comme Auburn, Melrose et Stanton Hall dominaient des paysages d'interminables champs de coton. Leurs colonnes néo-grecques et leurs jardins soigneusement entretenus cachaient les réalités brutales qui rendaient possible une telle opulence. Le climat lui-même semblait conçu pour amplifier la souffrance humaine. Des étés suffocants capables de tuer un homme au travail en quelques heures, suivis d'hivers humides et glaciales qui traversaient les cabanes fragiles des esclaves comme des doigts de glace. La mousse espagnole, suspendue aux chaînes séculaires, créait une atmosphère de crépuscule permanent, étouffant les sons et projetant des ombres étranges qui rendaient menaçantes même les heures de plein jour. Quant au fleuve Mississippi, brun de sédiments et traître par ses courants cachés, il avait englouti d'innombrables vies au fil des décennies, devenant un lieu idéal pour se débarrasser de preuves compromettantes. Au cœur de ce monde régnaient 7 familles dont les noms imposaient un respect absolu dans tout le Sud. Les Vandenberg d'Elmwood Plantation, les Dabney de Riverside Estate, les Pembroke de Magnolia Grove, les Vanderhorst de Cedar Hill, les Fairfax de Willowmere, les Hawthorne d'Oakwood Manor et les Belmonte de Roseland Plantation. Ces lignées, unies par des mariages consanguins depuis des générations, formaient une aristocratie close, convaincue d'être au-dessus de toute loi et de toute morale. Leur richesse provenait non seulement du coton, mais aussi d'investissements stratégiques dans les compagnies de bateaux à vapeur, les banques de la Nouvelle-Orléans et les filatures du Nord qui transformaient leur terre récolte. Les femmes de ces familles, Charlotte Vandenberg, Eleanor Dabney, Victoria Pembroke, Constance Vanderhorst, Isabella Fairfax, Henrietta Hawthorne et Lucinda Belmonte, avaient grandi ensemble dans un univers raréfié de privilèges absolus.
Elles avaient fréquenté les mêmes pensionnats huppés de Charleston et de Savannah, lu les mêmes textes de philosophie européenne et partagé le même sentiment de supériorité intellectuelle sur tous ceux qu'elles considéraient comme inférieurs. En 1847, elles étaient âgées de 28 à 45 ans, toutes mariées à des hommes souvent absents, partis pour des affaires les menant à la Nouvelle-Orléans, Memphis, Mobile, voire jusqu'à New York et Londres. Charlotte Vandenberg, l'aînée à 45 ans, était largement reconnue comme la femme la plus intelligente du district. Elle parlait couramment français et allemand, entretenait une correspondance régulière avec des intellectuels européens et possédait une bibliothèque personnelle de plus de 3000 volumes. Son mari William passait des mois entiers à gérer des opérations maritimes à la Nouvelle-Orléans, laissant à Charlotte une autonomie inédite sur les 800 esclaves et les 15 000 acres de coton d'Elmwood. Eleanor Dabney, 38 ans, avait ce que ses admirateurs appelaient un esprit scientifique. Elle avait étudié l'anatomie et la physiologie par correspondance avec des médecins du Charleston Medical College et tenait des registres détaillés sur tout, conditions météorologiques, rendements agricoles et ce qu'elle appelait ses observations comportementales. Les fréquents voyages de son mari Robert dans les centres textiles du Nord lui laissaient toute liberté pour poursuivre des intérêts de plus en plus sombres. Les plus jeunes apportaient leurs propres obsessions. Victoria Pembroke, 32 ans, développa des théories sur la hiérarchie raciale à partir de ses lectures anthropologiques européennes. Constance van der Horst, 29 ans, se passionnait pour ce qu'elle appelait l'ingénierie sociale, l'idée que le comportement humain pouvait être modifié par l'application systématique de la pression et de la récompense. Isabella Fairfax, Henrietta Hawthorne et Lucinda Belmonte, âgées de 28 à 35 ans, complétaient ce cercle avec leurs propres intérêts dans la psychologie humaine et le contrôle. Ce qui distinguait ces femmes des autres maîtresses de plantation n'était pas seulement leur richesse et leur éducation, mais leur conviction collective que leur sang et leur intellect supérieur leur donnaient prendre le droit de mener ce qu'elles appelaient des expériences comportementales sur ceux qu'elles considéraient comme leur propriété. Elles s'étaient mues persuadées que leurs actions servaient un objectif scientifique plus grand, faire progresser la connaissance sur les caractéristiques raciales et les méthodes de contrôle social. La population asservie comptait près de 40% d'hommes adultes. Ceux-ci travaillaient dans les champs de coton, dans des conditions qui tuaient là souvent les nouveaux arrivants dès leurs premières années, géraient dans le bétail dans des marécages infestés d'insectes porteurs de maladies, faisaient ting et tourner les moulins et les égreneuses où les membres étaient fréquemment arrachés par les machines, et entretenaient les grands domaines qui généraient des millions de revenus annuels. Ils vivaient dans des cabanes qui offraient un abri sommaire, sans protection contre les cruautés toujours plus inventives de leurs maîtresses. La plupart avaient des familles, femmes, enfants, parents âgés, des liens affectifs que les dames des plantations apprirent à exploiter avec une efficacité dévastatrice. Elles découvrirent que la torture psychologique infligée aux proches pouvait briser plus sûrement quiconque qu'un châtiment direct. Elles commencèrent à étudier systématiquement ces relations, à cartographier les liens familiaux à travers les 7 plantations et à identifier quelles attaches pouvaient être le plus efficacement utilisées comme armes. C'est dans ce contexte que l'inspecteur William Hartwell arriva à Natchez le 20 septembre 1847, porteur de ses lettres de créance du département du Trésor fédéral et mandaté pour enquêter sur des irrégularités dans les rapports de mortalité des plantations qui avaient attiré l'attention de Washington. Âgé de 34 ans, Hartwell était un enquêteur méticuleux, originaire de Portland, dans le Maine. Il avait déjà révélé de la corruption dans des filatures du Nord et des fraudes dans l'administration fédérale des terres. Méthodique, incorruptible, il était totalement préparé à tout, sauf à l'ampleur du mal sophistiqué qu'il allait découvrir dans le district de Natchez. Il avait été choisi pour cette mission précisément parce qu'il n'avait aucun lien avec la société sudiste et aucun intérêt financier susceptible de compromettre son objectivité. Ses supérieurs à Washington s'inquiétaient des taux de mortalité parmi les populations esclaves dans certains districts, non pas par humanisme,
mais parce que ces pertes représentaient un gaspillage économique significatif qui pouvait affecter la production de coton et les revenus fiscaux fédéraux. L'enquête de Hartwell commença par ce qui paraissait être un simple travail bureaucratique à Elmwood Plantation, où Charlotte Vandenberg le reçut dans son salon opulent avec le charme maîtrisé qui avait fait sa réputation dans toute la société du Mississippi. La pièce elle-même témoignait d'une richesse hors de portée de la plupart. Papier peint français, coûtant plus que le revenu d'une famille entière en 10 ans, lustre vénitien en cristal, tapis persan venus de l'autre bout du monde et tableaux de maîtres européens dont les noms figurèrent déjà dans les manuels d'histoire de l'art. Pourtant, à mesure que Hartwell étalait les registres de mortalité sur la table en acajou de Charlotte, des motifs troublants apparaissaient que nulle hospitalité sudiste ne pouvait expliquer. Au cours des 18 derniers mois, 15 hommes esclaves âgés de 20 à 35 ans étaient morts, officiellement de maladies soudaines, accidents de travail, chute, crise cardiaque ou encore tentative d'évasion. Le taux de mortalité au sein de cette population spécifique était presque 3 fois supérieur à la moyenne du district et dépassait même les taux de mortalité notoires des plantations de sucre des Caraïbes. Ce qui rendait ce schéma encore plus suspect, c'était le moment où se produisaient les décès. Ils survenaient l'un par grappe, avec plusieurs victimes, enregistrées en quelques jours, suivies de périodes de plusieurs semaines où la mortalité restait normale. Lorsque Hartwell croisa ces dates avec les registres de navigation, il découvrit qu'elles coïncidaient avec les arrivées et départs des bateaux à vapeur qui circulèrent régulièrement entre les 7 quais des plantations, suggérant une forme d'activité coordonnée. Lorsque Hartwell demanda à examiner les corps ou à interroger des témoins de ces décès, l'attitude de Charlotte changea avec une menace subtile mais indubitable. Son sourire ne vacilla jamais, mais sa voix acquit une tonalité qui aurait glacé le sang de tout observateur expérimenté de la société du Sud. « Inspecteur, dit-elle, ajustant ses gants de soie avec une précision calculée, un gentleman de votre raffinement évident comprend sans doute que certaines affaires de discipline dans une plantation exigent de la discrétion. Ces pauvres âmes sont mortes parce qu'elles n'ont pas su s'adapter à l'ordre civilisé que nous fournissons ici. Leur nature primitive ne pouvait tout simplement pas supporter les exigences du travail productif. Peut-être votre temps précieux serait-il mieux employé à examiner nos excellents rendements de coton et les recettes fiscales substantielles que nous générons pour le gouvernement fédéral. » Mais Hartwell possédait la persistance obstinée qui faisait de lui un enquêteur efficace, et l'évidente évasion de Charlotte ne fit que renforcer sa détermination. Quand il insista pour visiter les quartiers des esclaves, la résistance de Charlotte devint plus explicite. Elle prétendit que plusieurs bâtiments étaient en réparation suite à des tempêtes, que d'autres hébergeaient 6 esclaves qui pourraient par contaminer un visiteur, et que les quartiers redits restants ne lui révéleraient rien d'utile sur les hommes décédés qui y avaient vécu. Finalement, sous la menace d'une assignation fédérale, Charlotte accepta à contre-cœur de l'accompagner pour une inspection limitée des installations de la plantation. Ce que Hartwell découvrit dans les quartiers des esclaves défia toute explication et remit en question tout ce qu'il croyait savoir sur le fonctionnement d'une plantation. Plusieurs bâtiments montraient des signes de construction et de modifications récentes, des portes renforcées avec de lourdes serrures extérieures ne pouvant être ouvertes que de l'extérieur, des fenêtres équipées de barreaux en fer empêchant à la fois l'évasion et les appels à l'aide, et des murs doublés de ce qui semblait être un matériau insonorisant fait de couches de mousse espagnole, d'argile et de bois épais. Lorsque Hartwell questionna Charlotte sur la finalité de ces aménagements, elle affirma qu'il s'agissait de quartiers de punition pour les esclaves incorrigibles, nécessitant un traitement spécial. Elle expliqua que certains esclaves étaient naturellement violents et nécessitaient une contention sécurisée pour protéger les autres travailleurs et assurer la sécurité de la plantation. Son explication aurait pu sembler plausible si la sophistication de ces modifications et les dépenses évidentes pour leur construction n'avaient pas été si flagrantes. Les esclaves eux-mêmes représentaient un puzzle encore plus troublant. Des hommes qui auraient dû être à l'apogée de leur force physique se déplaçaient avec une gêne et une douleur évidentes,
les yeux fuyant chaque apparition de Charlotte. Ils évitaient de tout contact visuel avec Charlotte et Hartwell, répondant aux questions par des chuchotements à peine audibles et une peur manifeste. Plusieurs portaient des cicatrices visibles, incompatibles avec un travail normal à la plantation, des marques précises suggérant une infligée délibérée plutôt qu'un accident. Le plus inquiétant était leur état psychologique. Ces hommes auraient dû posséder la fierté et la défiance naturelle que les propriétaires de plantations s'efforcent constamment de supprimer. Au lieu de cela, ils manifestaient sur l'attitude brisée de ceux ayant vécu des horreurs qui avaient détruit leur sens fondamental de soi. Ils se mouvaient comme des ombres, parlaient comme des chiens battus, et semblèrent avoir perdu quelque chose d'essentiel qui les rendait pleinement humains. Une vieille esclave nommée Celia, pensant que Charlotte était hors de portée, murmura à Hartwell avec un désespoir urgent « Ils prennent les jeunes et forts dans les autres maisons. Inspecteur, ils marchent droit comme des hommes, mais ils reviennent différents, changés, comme si quelque chose à l'intérieur d'eux s'était brisé et ne pourrait jamais être réparé. » Avant que Hartwell ne puisse demander des précisions, Charlotte apparut à côté d'eux avec la menace silencieuse d'un prédateur. « Celia, dit-elle d'une voix comme du miel empoisonné, je crois que vous avez du travail à faire dans la cuisine. L'inspecteur Hartwell n'a sûrement pas besoin d'entendre les divagations confuses d'une vieille femme dont l'esprit n'est plus ce qu'il était. » La terreur qui traversa le visage de Celia alors qu'elle s'éloignait convainquit Hartwell qu'il avait découvert quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple discipline de plantation. La vieille femme essayait de l'avertir de quelque chose, et l'intervention de Charlotte montrait que de tels avertissements étaient à la fois dangereux et nécessaires. Ce soir-là, dînant seul à l'auberge de Natchez en relisant ses notes, Hartwell reçut un visiteur inattendu qui lui fournirait la première clé pour comprendre la conspiration qui l'enquêtait. Un homme noir libre, bien habillé, nommé Samuel Fletcher, qui travaillait comme charpentier qualifié dans tout le district, s'approcha de sa table avec l'intensité nerveuse de quelqu'un risquant sa vie pour livrer des informations cruciales. Samuel Fletcher était un individu remarquable, un homme libre de couleur qui avait gagné sa liberté grâce à son savoir-faire et à une navigation prudente des hiérarchies raciales du Sud. À 42 ans, il avait construit des meubles et des éléments architecturaux pour certaines des plus belles maisons du Mississippi, de la Louisiane et de l'Alabama. Sa réputation de discrétion et de qualité lui avait ouvert des accès et des conversations qui auraient été impossibles pour la plupart des gens de sa race. « Inspecteur, » dit Fletcher calmement, en jetant un coup d'œil à la salle à manger presque vide. « Il y a des choses que vous devez savoir sur ces plantations, des choses qui se produisent quand les gens décents dorment et que l'œuvre du diable peut se faire dans l'ombre. » Au cours de l'heure suivante, Fletcher révéla des informations qui transformèrent l'enquête de Hartwell, passant d'un simple contrôle de mortalité à une investigation quasi criminelle. Il expliqua qu'il avait été engagé pour construire des pièces spéciales et du mobilier dans plusieurs maisons de plantation au cours des 3 dernières années, des installations aux spécifications si inhabituelles qu'elles l'avaient retroublé dès le départ. Il voulait dans des chambres d'où aucun son ne pouvait s'échapper, expliqua Fletcher à voix basse. Des sols en pierre, avec des systèmes de drainage comme dans une boucherie, des murs doublés de cuir assez épais pour étouffer tout bruit, et des meubles dont je ne comprenais pas l'usage. Des tables avec des attaches, des chaises avec des mécanismes pour immobiliser un homme, des dispositifs semblables à quelque chose sorti d'une chambre de torture médiévale. Ces travaux exigeaient que Fletcher collabore étroitement avec les surveillants et les esclaves de maison qui avaient été témoins de choses qu'ils n'avaient pas le droit de révéler. Par interrogatoire et observation minutieux, il avait reconstitué un tableau d'activités défiant toute croyance. Les maîtresses de plantation ne se contentèrent pas de punir les esclaves désobéissants. Elles menaient des expériences systématiques sur la dégradation humaine. Lorsqu'on lui demanda le but de ces pièces, Fletcher continua. Ils m'ont dit que c'était pour des traitements médicaux des esclaves difficiles, qu'ils travaillaient avec des médecins de la Nouvelle-Orléans pour développer de nouvelles méthodes de traitement des troubles mentaux et des tendances violentes. Mais, inspecteur,
J'ai vu assez de violence dans ma vie pour connaître la différence entre soigner et blesser. Plus troublants encore furent ses récits de Fletcher sur ce qu'il avait observé tard dans ses propriétés. J'ai vu des groupes d'hommes déplacés entre plantations en pleine nuit, dit-il, les mains légèrement tremblantes. Toujours les jeunes, les forts, des hommes avec des familles, des hommes avec de l'esprit, des hommes qui pourraient poser problème s'ils n'étaient pas correctement brisés. Ils vont d'une plantation à l'autre marchant droit, avec le feu dans les yeux. Mais quand ils reviennent des semaines ou des mois plus tard, il frissonna et peina à continuer. Ils reviennent comme des fantômes d'eux-mêmes, brisés à l'intérieur, là où cela ne se voit pas à l'extérieur. Ils ne vous regardent pas dans les yeux. Ils ne parlent que si on leur adresse la parole. Ils bougent comme s'ils craignaient que leur propre ombre puisse les blesser. Ce qui se passe dans ces pièces spéciales, inspecteur, détruit quelque chose chez un homme qui ne peut jamais être reconstruit. Fletcher révéla également l'existence de ce qu'il appelait les réunions mensuelles, des rassemblements sociaux élaborés que les 7 maîtresses de plantation organisaient à tour de rôle. Lors de ces événements, il avait observé des activités laissant penser que les femmes ne partageaient bien plus que le dîner et la conversation. Je travaillais tard sur la réparation d'un meuble à Riverside Estate pendant l'une de ces réunions, se souvint Fletcher. À travers les fenêtres, je pouvais voir ces dames toutes vêtues de leurs plus belles robes. Mais dans la cour de la plantation derrière la maison, des torches brûlaient en motifs étranges. Des groupes d'hommes esclaves étaient déplacés entre différentes zones et des sons. Il fit une pause, cherchant ces mots. Des sons qui n'étaient pas tout à fait des cris, mais qui n'étaient pas non plus naturels. Alors que Fletcher se préparait à partir, risquant d'être découvert en restant trop longtemps en conversation publique avec un enquêteur fédéral, il pressa un petit carnet en cuir dans les mains de Hartwell. Cela appartenait à un esclave nommé Marcus Washington, qui était mort à Riverside Estate le mois dernier. Il disait savoir lire et écrire, appris en secret par une esclave de maison qui avait été enseignée par les enfants de sa maîtresse. Marcus gardait ce journal caché dans sa cabane, notant ce qui lui arrivait, ainsi qu'aux autres hommes. Sa femme Sarah me l'a donné avant d'être vendue après sa mort. Elle disait que quelqu'un devait connaître la vérité sur ce qui avait tué son mari. Cette nuit-là, à la lumière des chandelles dans sa chambre d'hôtel, Hartwell ouvrit le journal de Marcus Washington et commença à comprendre l'ampleur réelle de la conspiration qui l'enquêtait. Les entrées, rédigées d'une main soignée et instruite, détaillaient des expériences défiant la compréhension humaine et révélaient la nature systématique des cruautés infligées. Marcus décrivait comment il était prêté à différentes maîtresses de plantation, chacune ayant développé des méthodes spécifiques de torture physique et psychologique déguisées en discipline et correction. Il écrivait être forcé de regarder d'autres hommes souffrir, d'être soumis à des expériences médicales sans aucun but curatif et d'être l'objet d'un effort délibéré et systématique pour détruire l'esprit et l'âme des esclaves par des applications de plus en plus créatives, de la douleur, de la peur et du désespoir. Une entrée, datée de seulement 2 semaines avant la mort de Marcus, était particulièrement glaçante. Miss Lanena m'a ramené pour observer ce qu'elle appelait son expérience de loyauté sur Samuel Robinson. Elle fit attacher la femme de Samuel, Mary, et leur petit garçon Thomas, là où Samuel pouvait les voir depuis qu'il était enchaîné à cette table spéciale qu'elle avait construite. Puis, elle commença à blesser Mary, tout en posant des questions à Samuel sur s'il aimait sa famille plus qu'il ne craignait sa maîtresse. Chaque fois que Samuel disait qu'il aimait sa famille, elle faisait souffrir Mary davantage. Chaque fois qu'il disait qu'il craignait plus sa maîtresse, elle faisait souffrir le garçon. Samuel était un homme fort, inspecteur, l'homme le plus fort de la plantation avant que cela n'arrive. Mais après 3 heures à voir sa femme et son fils souffrir pour ses réponses, Samuel s'effondra complètement. Il commença à dire qu'il n'aimait personne, qu'il ne se souciait de personne, qu'il voulait juste que la souffrance cesse. Miss Lanena notait tout dans son livre, chronométrant chaque chose avec sa montre de poche, nous mesurant comme des animaux dans une expérience terrible. Le journal contenait des dizaines d'entrées similaires, chacune documentant des techniques spécifiques utilisées pour briser l'esprit humain
à travers l'exploitation systématique de l'amour, de l'espoir, de la foi et de toutes les autres émotions qui donnent un sens à la vie. L'enquête de Hartwell s'approfondit au cours des semaines suivantes, révélant une conspiration qui se développait depuis près d'une décennie avec la précision méthodique d'un projet scientifique. Grâce à un examen attentif des registres de navigation, des transactions bancaires, de la correspondance personnelle et des témoignages de noirs libres, comme Fletcher, il commença à reconstituer les origines et l'évolution de ce que les femmes appelaient en privé leur cercle correctionnel. L'arrangement avait commencé avec une innocence trompeuse en 1839, lorsque Charlotte Vandenberg et Eleanor Dabney découvrirent qu'elles partageaient des frustrations similaires concernant la gestion de grandes populations d'esclaves. Les deux femmes avaient été éduquées à la prestigieuse Madame Talvandy's School for Young Ladies de Charleston, où elles avaient étudié les dernières de théories européennes sur le comportement humain, le contrôle social et ce que les intellectuels contemporains appelaient la science de la gestion raciale. Elles y commencèrent à correspondre régulièrement sur leurs expériences, partageant d'abord des conseils conventionnels sur le maintien de la discipline dans les plantations. La correspondance initiale, que Hartwell obtint plus tard par saisie fédérale, révélait une fascination croissante pour les aspects psychologiques du contrôle, dépassant rapidement la gestion standard des plantations. Les lettres de 1840 discutaient de mesures disciplinaires traditionnelles, rationnement alimentaire réduit, travaux supplémentaires, confinement temporaire dans des cellules de punition, flagellation publique destinée à dissuader d'autres esclaves. Mais dès 1841, leurs échanges prirent un tournant nettement plus sombre, révélant l'arrogance intellectuelle sous-jacente à leur cruauté. Charlotte écrivait dans une lettre datée du 15 mars 1841 « Ma chère Eleanor, je me trouve de plus en plus frustrée par les limites des méthodes de punition traditionnelles. Ces créatures semblent s'adapter aux inconforts physiques avec une résilience inquiétante, et les effets de la discipline standard s'estompent en quelques semaines. Je crois que nous abordons ce problème avec une perspective insuffisamment sophistiquée. Il ne s'agit pas seulement de corps à corriger, mais d'esprit à façonner correctement. Peut-être devrions-nous nous concentrer non pas sur leur comportement, mais sur les pensées et sentiments fondamentaux qui le motivent. » La réponse d'Eleanor, datée du 3 avril 1841, introduisit le concept qui deviendrait la base de leur conspiration. « Charlotte, tes observations correspondent parfaitement aux miennes. J'ai lu les dernières publications européennes sur la psychologie humaine et l'ingénierie sociale, et je crois que nous avons pensé trop étroitement à nos responsabilités en tant que maîtresse de plantation. Nous possédons des opportunités uniques pour faire progresser la connaissance humaine tout en résolvant nos problèmes pratiques. Peut-être pourrions-nous partager nos cas les plus difficiles entre plantations, des transferts temporaires permettant à chacune d'appliquer différentes méthodes aux mêmes sujets. Ce qui échoue sous une approche pourrait réussir brillamment sous une autre. Ce concept d'échanges expérimentaux attira progressivement d'autres maîtresses de plantation au fur et à mesure que Charlotte et Eleanor partageaient leurs théories à travers les vastes réseaux sociaux des familles aisées du Sud. Victoria Pembroke rejoignit la conspiration fin 1841 après l'absence prolongée de son mari pour affaires, ce qui la laissait lutter contre ce qu'elle percevait comme une insubordination croissante parmi ses esclaves masculins. Sa correspondance révélait une femme cherchant désespérément à prouver son égalité intellectuelle avec les hommes en maîtrisant ce qu'elle considérait comme le défi ultime, la domination complète d'autres êtres humains. Constance van der Horst s'impliqua par son amitié proche avec Victoria, attirée par ce qu'elle décrivait dans ses lettres comme le défi intellectuel de comprendre l'esprit des Noirs et les possibilités scientifiques de modification du comportement. Elle avait également beaucoup lu dans la littérature médicale européenne sur la maladie mentale et croyait que les mêmes techniques utilisées pour traiter la folie pouvaient s'appliquer à ce qu'elle considérait comme la rébellion innée des esclaves. Isabella Fairfax, Henrietta Hawthorne et Lucinda Belmont complétèrent sans le cercle d'ici 1843, chacune apportant ses propres obsessions et méthodes à l'arrangement. Isabella était fascinée par ce qu'elle appelait l'ingénierie de la loyauté, des techniques pour détruire les liens émotionnels existants
et les remplacer par une dévotion absolue au maître. Henrietta se concentrait sur ce qu'elle appelait la reconstruction de l'identité, croyant pouvoir effacer systématiquement les personnalités individuelles et les reconstruire selon ses spécifications. Lucinda se spécialisait dans les méthodes de torture physique, mais les abordait avec une précision scientifique plutôt qu'une cruauté aléatoire. Dès 1844, les femmes avaient établi des protocoles élaborés pour leurs échanges, révélant la nature systématique de leur conspiration. Les hommes esclaves étaient prêtés entre plantations pour des périodes allant d'1 semaine à 6 mois, pendant lesquelles la maîtresse réceptrice avait autorité complète sur le traitement, l'état et le destin ultime de l'individu. Des dossiers détaillés étaient obtenus pour chaque profil psychologique, caractéristiques physiques, relations familiales, croyances religieuses et histoire personnelle avant le début du traitement. Pendant la période d'échange, les femmes documentaient chaque réponse des sujets aux diverses pressions physiques et psychologiques. Elles développaient des systèmes de classification sophistiqués, catégorisant les hommes esclaves selon le type de personnalité, le niveau d'intelligence, la résistance physique et ce qu'elles appelaient le potentiel de correction. Elles tenaient donc des tableaux détaillés suivant quelle méthode produisait les changements les plus durables dans le comportement et quelle combinaison de techniques atteignait la destruction psychologique la plus complète. Le plus sinistre était leur exploitation systématique des relations familiales comme outil de torture psychologique. Les femmes avaient découvert que les punitions physiques traditionnelles renforçaient souvent la détermination des esclaves en leur donnant quelque chose de concret à endurer et à surmonter. Mais la menace de nuire aux proches créait une souffrance d'un autre type, attaquant le sens fondamental de l'identité et du but de la victime. Elles commencèrent à cartographier avec précision les liens familiaux sur les 7 plantations, identifiant père, mari, fils, frère et amis dont le bien-être pouvait être utilisé comme levier contre les individus ciblés. Elles développèrent des techniques pour convaincre les hommes que leur résistance entraînerait la vente de leur famille à des plantations brutales du Deep South ou, pire, que leurs proches d'Arcy souffraient déjà de torture à cause de leur désobéissance. La manipulation psychologique devint de plus en plus sophistiquée à mesure que les femmes apprenaient de l'expérience et partageaient les techniques efficaces. Elles séparaient temporairement les familles, puis les réunissaient dans des conditions conçues pour maximiser la manipulation émotionnelle. On pouvait dire à un homme que sa femme était morte, lui permettant de faire son deuil pendant des semaines, puis lui présenter soudainement des preuves qu'elle était vivante mais souffrait à cause de son comportement. En 1845, les femmes avaient construit les installations spécialisées que Fletcher avait décrites, des chambres spécifiquement conçues pour l'expérimentation humaine déguisée en punition. Chaque plantation contenait désormais ce qu'elles appelaient euphémiquement des installations de correction, des pièces insonorisées équipées de dispositifs de contention, de meubles spécialisés, d'aires d'observation et de stations de documentation détaillées où les maîtresses pouvaient surveiller et consigner les réactions de leurs sujets aux différents traitements. L'aspect le plus inquiétant des découvertes de Hartwell était la documentation méticuleuse tenue par les femmes. Elles tenaient des journaux détaillés de chaque session, comprenant des croquis anatomiques, des mesures précises, des observations cliniques et des analyses théoriques. Ces archives révélaient un effort systématique pour comprendre les conditions exactes dans lesquelles la dignité humaine pouvait être détruite et reconstruite selon leurs spécifications. Elles enregistraient le moment précis des effondrements psychologiques, mesuraient les réponses physiques aux différents types de douleurs, documentaient quelles menaces étaient les plus efficaces selon les types de personnalités et maintenaient des tableaux détaillés montrant la corrélation entre les différentes méthodes de traitement et les changements comportementaux à long terme. Elles abordaient la destruction des êtres humains avec la même précision méthodique que d'autres appliqueraient à l'élevage du bétail ou au développement de nouvelles techniques agricoles. Le docteur Edmund Carey, médecin de la Nouvelle-Orléans, appelé à traiter des urgences médicales dans plusieurs plantations du district, fournit à Hartwell
un contexte supplémentaire confirmant la nature systématique de la conspiration. Parlant confidentiellement dans son bureau surplombant le French Quarter, le docteur Carey décrivit avoir été appelé pour examiner des esclaves ayant subi ce que les maîtresses décrivaient comme des accidents disciplinaires ou des complications de traitements médicaux. « Inspecteur », dit le docteur Carey, les mains légèrement tremblantes en se servant un verre de bourbon. En 23 ans de pratique médicale, à travers la Louisiane et le Mississippi, je n'ai jamais rencontré quelque chose qui approche de la cruauté systématique que ces femmes ont élaborée. Les blessures que j'ai observées n'étaient pas le résultat de colère ou de perte de contrôle. Elles me montraient des preuves de planification soigneuse, d'exécution précise et d'observation scientifique. Le médecin révéla que plusieurs femmes avaient demandé des consultations détaillées sur l'anatomie humaine, la tolérance à la douleur, les troubles psychologiques et les temps de récupération après différents types de traumatismes. Elles prétendaient développer de meilleures méthodes pour traiter les maladies mentales et les tendances violentes parmi leur population d'esclaves. Mais les questions qu'elles posaient révélaient des intérêts sans rapport avec la guérison. Elles voulaient savoir exactement quels dommages physiques un corps humain pouvait subir sans provoquer d'invalidité permanente, expliqua le docteur Carey. Elles s'informaient sur des techniques pour infliger une douleur maximale sans causer de blessures visibles, des méthodes pour provoquer une paralysie ou une cécité temporaire et des médicaments pouvant affecter la mémoire ou la personnalité. Lorsqu'il exprima ses inquiétudes sur l'objectif de ses recherches, elles lui assurèrent qu'elles travaillaient avec d'autres médecins pour développer des approches plus humaines de la discipline sur plantation. Les femmes avaient également commandé des dessins anatomiques détaillés, des textes médicaux sur les troubles mentaux et correspondaient même avec des médecins en Europe sur les dernières théories en psychologie humaine et modification comportementale. Elles constituaient une bibliothèque complète d'informations sur la vulnérabilité humaine, le tout déguisé en recherche médicale et scientifique légitime. Peut-être le plus inquiétant était la révélation du docteur Carey, selon laquelle il avait été sollicité pour certifier des décès qu'il suspectait être en réalité des meurtres. À au moins 6 reprises, dit-il, j'ai été appelé pour examiner des esclaves prétendument décédés de causes naturelles, d'insuffisance cardiaque, d'accidents vasculaires cérébrales, de maladies soudaines, mais dont les corps présentaient des signes subtils de préjudice délibéré. Lorsque je questionnais ces diagnostics, on me disait que la discipline sur plantation produisait parfois des complications inattendues et que mon rôle était de fournir la documentation officielle, pas de mener des enquêtes criminelles. Le témoignage du médecin révéla que la conspiration s'étendait au-delà des 7 familles principales pour inclure des fonctionnaires locaux, des médecins, des surveillants et d'autres professionnels qui étaient soit complices des crimes, soit intimidés au silence. Les femmes avaient ainsi créé un réseau de corruption protégeant leurs activités et garantissant que les preuves de leurs crimes seraient supprimées ou détruites. Au fil du mois d'octobre, l'enquête de Hartwell découvrit des preuves de plus en plus inquiétantes des activités des cercles de correction et de leur approche systématique de ce qu'elle considérait comme une gestion humaine avancée. Sa percée survint lorsqu'il eut accès à la bibliothèque personnelle de Magnolia Grove, où Victoria Pembroke avait rassemblé ce qui pourrait être la collection la plus complète de livres sur la psychologie humaine, l'expérimentation médicale et la modification comportementale dans tout le Sud. La bibliothèque elle-même était impressionnante, plus de 800 volumes dans des étagères en noyer sur mesure, allant du sol au plafond. Mais c'était le contenu qui glaçait le sang de Hartwell. Victoria avait acquis systématiquement des ouvrages sur l'anatomie humaine, les troubles psychologiques, les techniques de torture de différentes périodes historiques, les méthodes d'interrogatoire militaires et les dernières de théories européennes sur les caractéristiques raciales et le contrôle social. Elle avait correspondu avec des auteurs, médecins et chercheurs en Europe et en Amérique, créant un réseau de contacts partageant ses intérêts pour l'expérimentation humaine. Parmi ces volumes, soigneusement cachés derrière des fonds factices, sur plusieurs étagères, Hartwell découvrit des journaux détaillés, datant de 1841, documentant l'ampleur réelle des activités des femmes. Ces journaux, écrits avec l'écriture précise de Victoria et le détachement clinique d'une scientifique,
révélaient dans leur approche systématique de ce qu'elles appelaient la gestion avancée de plantation et la modification comportementale humaine. Les journaux contiennent des études de cas détaillés d'hommes esclaves individuels, comprenant des évaluations psychologiques avant et après traitement, des examens physiques, des cartes des relations familiales et une documentation étape par étape des techniques utilisées pour atteindre ce que Victoria appelait la reconstruction complète de la personnalité. Chaque cas était dénuméroté et croisé avec des entrées similaires dans les dossiers des autres femmes, créant une base de données exhaustive sur l'expérimentation humaine. L'étude de cas numéro 23, datée du 15 mars 1844, fournit un aperçu glaçant de leur méthodologie. Sujet: Thomas Jennings, 26 ans, acquis de la plantation Elmwood. L'évaluation initiale révèle des schémas typiques de résistance discrète. Maintien d'un contact visuel direct avec les figures d'autorité. Défis subtils dans la posture et les mouvements. Tentative de réconfort des autres sujets pendant la période d'observation préliminaire. Attachements familiaux forts identifiés. Épouse Sarah, 24 ans. Enfant Marcus, 6 ans. Et Elisabeth, 4 ans. Mère âgée, Ruth, environ 60 ans. La foi religieuse semble centrale pour la stabilité psychologique du sujet. L'entrée continue avec la documentation détaillée d'un protocole de traitement de 14 jours, détruisant systématiquement chaque aspect des fondations psychologiques de Thomas. Jour 1 à 3. Isolement complet dans une chambre insonorisée, nourriture et eau minimale, exposition constante à des appels de détresse enregistrés prétendument émis par des membres de la famille. Sujet maintient une posture défiant. Jour 4 à 7. Introduction de l'inconfort physique par manipulation de la température, privation de sommeil et surcharge sensorielle. Le sujet commence à montrer des signes de stress psychologique, mais conserve sa résistance fondamentale. Jours 8 et 11. Menaces directes envers les membres de la famille, combinées à des preuves fabriquées de leur souffrance. La résistance du sujet commence à se fissurer. Jours 12 à 14. Présentation de fausses preuves, indiquant que la famille a été vendue à une plantation sucrière brutale en raison de la résistance du sujet. Effondrement psychologique complet atteint. L'évaluation finale fut rédigée avec le même détachement clinique que pour décrire une procédure médicale réussie. Le sujet démontre désormais une soumission complète à l'autorité. Tous les schémas de résistance sont éliminés. L'attachement émotionnel à la famille est coupé avec succès. La foi religieuse détruite par une exposition systématique au blasphème. Les capacités physiques restent intactes. La phase de reconstruction psychologique pouvait maintenant commencer. Le sujet était prêt à reprendre ses tâches habituelles sur la plantation avec des protocoles de conformité renforcés. Les journaux révélaient que les femmes avaient donc développé au fil des ans des techniques de plus en plus sophistiquées, apprenant de chaque cas et affinant leur méthode pour une efficacité maximale. Elles avaient découvert que différents types de personnalités nécessitaient des approches différentes. Les hommes de fier devaient donc être humiliés. Les hommes religieux devaient même voir leur foi détruite. Les hommes attachés à leur famille devaient croire que leurs proches souffraient à cause de leur résistance. Elles avaient également mis au point des techniques pour ce qu'elles appelaient la reconstruction de l'identité, détruisant systématiquement le sens de soi d'un individu et le reconstruisant selon les spécifications désirées. Le processus impliquait un isolement complet sur de longues périodes, une pression psychologique constante, une confusion délibérée entre réalité et fantasme, et une réintroduction progressive du contact humain uniquement en échange d'une obéissance absolue et de l'adoption de nouvelles identités. Les hommes qui avaient été pères, maris, leaders communautaires et artisans qualifiés émergeaient de ces traitements en se croyant rien de plus que des outils au service de leurs propriétaires. Ils n'avaient aucun souvenir de leur vie antérieure, aucun lien émotionnel avec d'autres personnes et aucun désir en dehors de celui de servir les volontés de leur maître. La transformation était si complète que même les membres de leur famille avaient souvent du mal à les reconnaître. L'enquête de Hartwell révéla également les dimensions économiques des activités des cercles correctionnels. Les femmes avaient découvert que leurs esclaves traités
se vendaient à des prix significativement plus élevés, car ils étaient perçus dans tout le Sud comme exceptionnellement obéissants et peu susceptibles de poser problème aux nouveaux propriétaires. La réputation de la Play méthode Natchez s'était répandue à travers des réseaux clandestins de négociants en esclaves, propriétaires de plantations et contremaîtres, créant un marché lucratif pour leurs services. Les registres financiers cachés dans la bibliothèque de Victoria montraient que les 7 familles avaient généré près de 50 000 $ supplémentaires par an grâce à ces ventes, une somme énorme, dépassant le revenu annuel de la plupart des entreprises du Nord. Elles avaient établi des contacts avec des négociants en esclaves dans tout le Sud, proposant leurs services comme fournisseurs de main-d'œuvre disciplinée pour les situations les plus exigeantes. Certains clients payaient des frais supplémentaires pour spécifier des types particuliers de correction pour les esclaves qu'ils prévoyaient d'acheter. Un propriétaire de plantation de sucre à la Nouvelle-Orléans avait payé un supplément pour s'assurer que ses nouveaux ouvriers n'auraient aucun souvenir de la liberté ou des liens familiaux pouvant inspirer des tentatives d'évasion. Une compagnie de bateaux à vapeur sur le Mississippi avait demandé des esclaves complètement immunisés contre l'influence des travailleurs noirs libres qu'ils pourraient rencontrer dans les ports du Nord. Peut-être le plus choquant fut la découverte par Hartwell que les femmes avaient également commencé à expérimenter sur des noirs libres, utilisant les contestations légales de leur statut de liberté comme prétexte pour les forcer à entrer dans leur système. Samuel Fletcher, le charpentier qui avait initialement approché Hartwell, avait échappé de justesse à devenir lui-même une victime lorsque les femmes avaient remis en question ses documents et tenté de le faire déclarer esclave fugitif, soumis à capture et correction. Fletcher révéla qu'au moins 5 autres Noirs libres avaient donc disparu de la région de Natchez au cours des 2 dernières années, tous après avoir refusé de se conformer aux exigences des maîtresses de plantation ou contester leur autorité dans des affaires commerciales. Les autorités locales avaient rejeté ces disparitions comme de simples départs pour de meilleures opportunités ailleurs, mais Fletcher soupçonnait que les personnes disparues avaient été forcées d'entrer dans le système des cercles correctionnels, puis vendues comme esclaves à des acheteurs lointains qui ne poseraient aucune question sur leurs origines. L'ampleur de la conspiration s'élargit encore lorsque Hartwell découvrit une correspondance entre les femmes de Natchez et des groupes similaires opérant dans d'autres États du Sud. Des lettres de maîtresses de plantation en Géorgie, en Caroline du Sud, en Alabama et même en Virginie suggéraient que la jeune méthode Natchez était étudiée et adoptée dans toute la région. Les femmes avaient commencé à organiser ce qu'elles appelaient des séminaires éducatifs, enseignant à d'autres propriétaires d'esclaves leurs techniques de modification comportementale avancées. Une lettre de Margaret Fitzgerald de Savannah, Géorgie, datée du 12 août 1847, révélait l'étendue de leur influence. « Chère Charlotte, je ne peux exprimer suffisamment ma gratitude pour l'instruction que vous m'avez donnée lors de ma récente visite à Natchez. Les techniques que vous avez démontrées se sont révélées remarquablement efficaces sur nos cas les plus difficiles. Nous avons traité avec succès 12 sujets en utilisant vos méthodes, avec un succès complet dans 11 cas. Je suis particulièrement impressionné par votre innovation consistant à utiliser la séparation des familles comme outil principal plutôt que comme simple menace. Nous prévoyons maintenant d'étendre nos installations et serions ravis de bénéficier de consultations supplémentaires sur la construction appropriée de chambres insonorisées et de meubles spécialisés. Les femmes n'opéraient pas seulement une conspiration locale, elles développaient et diffusaient des techniques pour la destruction systématique de l'être humain dans tout le Sud esclavagiste. Elles se voyaient comme des pionnières d'une nouvelle science du contrôle social et travaillaient activement pour s'assurer que leur méthode survivrait et se répandrait bien après leur mort. Le plus inquiétant était la preuve, suggérant que des intellectuels et politiciens du Sud éminents étaient au courant et soutenaient leurs activités. Des lettres de professeurs d'université, de membres de facultés de médecine et de responsables gouvernementaux louaient les contributions des femmes à l'avancement des connaissances sur les caractéristiques raciales et l'ordre social approprié.
Certains correspondants suggéraient que leur méthode pourrait s'appliquer au contrôle d'autres populations inférieures, au-delà des Noirs esclaves, incluant les Blancs pauvres, les immigrants et les Amérindiens. Le cercle correctionnel représentait plus qu'une activité criminelle, isolée de riches propriétaires de plantations. Il faisait partie d'un effort plus large visant à développer des méthodes scientifiques pour maintenir les hiérarchies sociales par la destruction systématique de la dignité et de l'identité humaine. Les femmes de Natchez n'agissaient même pas seules. Elles faisaient partie d'un réseau croissant d'intellectuels du Sud qui croyaient que leur éducation et leur lignée supérieure leur donnaient le droit d'expérimenter sur ceux qu'ils considéraient comme racialement et socialement inférieurs. À la mi-octobre, Hartwell réalisa que son enquête n'était pas passée inaperçue auprès des 7 maîtresses de plantation et qu'elles prenaient des mesures de plus en plus agressives pour protéger leur conspiration contre toute exposition. Les signes de surveillance commencèrent subtilement. Le personnel d'hôtel, auparavant serviable, devint évasif et peu coopératif. Les fonctionnaires locaux qui avaient initialement collaboré à ces demandes prétendirent soudain être trop occupés pour assister les enquêtes fédérales, et plusieurs témoins potentiels, ayant accepté de le rencontrer, disparurent sans explication. L'escalade devint évidente le 10 octobre lorsque Hartwell retourna dans sa chambre d'hôtel pour découvrir que ses affaires avaient été soigneusement fouillées en son absence. Rien ne manquait, mais ses papiers avaient été examinés et réorganisés d'une manière qui montrait clairement que quelqu'un avait passé un temps considérable à passer en revue sa documentation. Plus inquiétant encore, un mot avait été laissé sur son oreiller, écrit d'une élégante écriture féminine. « Inspecteur, certains mystères sont mieux laissés non résolus. Pensez à votre santé et à celle de votre famille dans le Maine. » La menace était livrée avec la politesse raffinée caractéristique de la société aristocratique du Sud, mais sa signification était indubitable. Les femmes connaissaient son épouse Martha et leurs 2 jeunes enfants à Portland. Elles avaient là les ressources et les contacts nécessaires pour agir au-delà du Mississippi afin de protéger leurs intérêts. Hartwell comprit que son enquête avait évolué d'une simple investigation bureaucratique à un jeu mortel où les enjeux incluaient non seulement sa vie, mais aussi la sécurité de tous ceux qui l'aimaient. La tension monta dramatiquement le 12 octobre lorsque Hartwell tenta de procéder à une inspection inopinée des installations spécialisées à la plantation Cedar Hill. Il espérait surprendre les Vanderhorst et peut-être observer des preuves impossibles à cacher ou à expliquer. Au lieu de cela, il découvrit que Constance Vanderhorst l'attendait, accompagnée de son contremaître, de 2 gardes armés et d'un homme se présentant comme son mari, récemment revenu de la Nouvelle-Orléans. « Inspecteur Hartwell », dit Constance d'une froide formalité contrastant fortement avec l'accueil chaleureux qu'il avait reçu lors de ses visites initiales. « Je crains qu'il y ait eu un sérieux malentendu concernant l'étendue de votre autorité ici. Mon mari souhaite discuter de certaines questions juridiques concernant la juridiction fédérale sur les propriétés privées et les affaires internes de la plantation. » Mais Hartwell savait que le mari de Constance se trouvait encore à la Nouvelle-Orléans pour ses affaires de bateaux à vapeur. Il l'avait confirmé par télégraphe avec les compagnies de navigation ce matin même. L'homme à côté d'elle était soit un imposteur, soit quelqu'un jouant un rôle dans une supercherie élaborée. Cette réalisation révéla que les femmes coordonnaient désormais activement leur réponse à son enquête avec une précision sophistiquée. Lorsque Hartwell insista pour examiner les quartiers des esclaves et les bâtiments spéciaux que Fletcher avait décrits, Constance refusa catégoriquement, prétendant que plusieurs esclaves souffraient d'une maladie hautement contagieuse qui rendait l'inspection dangereuse pour les visiteurs. Elle présenta ce qui semblait être un certificat médical d'un médecin de la Nouvelle-Orléans, confirmant l'épidémie et recommandant des mesures de quarantaine. Le document était habilement falsifié, mais de petits détails révélèrent sa nature frauduleuse aux yeux entraînés des enquêteurs de Hartwell. Le papier était trop neuf, l'encre trop fraîche et la signature du médecin étrangement similaire à des échantillons d'écriture qu'il avait vus dans la correspondance des maîtresses de plantation. Elles ne se contentaient pas de cacher des preuves, elles fabriquaient activement de faux documents
pour faire obstruction à son enquête. Alors que Hartwell se préparait à quitter Cedar Hill, l'homme se faisant passer pour le mari de Constance s'approcha de lui avec une offre qui révéla la véritable nature de la situation. « Inspecteur, dit-il d'une voix empreinte de l'autorité conférée par la richesse et les connexions politiques. Peut-être pourrions-nous résoudre cette affaire efficacement. Je sais que les enquêteurs fédéraux sont souvent sous-rémunérés pour leur travail précieux. Un homme de votre intelligence et de votre discrétion pourrait trouver que certaines opportunités de consultation sont fort lucratives. » Le pot de vin fut proposé avec l'assurance de personnes ayant déjà corrompu des fonctionnaires fédéraux avec succès. Lorsque Hartwell refusa fermement, l'attitude de l'homme se transforma en hostilité ouverte. « Très bien, inspecteur, mais comprenez que votre ingérence continue dans les droits de propriété privée et les activités commerciales légitimes ne sera pas tolérée indéfiniment. Cette région sait comment traiter les agitateurs extérieurs qui dépassent leur autorité. » Ce même soir, Hartwell reçut une invitation à dîner de Charlotte Vandenberg, apparemment pour discuter de ses découvertes dans un cadre social et peut-être trouver un compromis qui satisferait les exigences de fédérales tout en respectant les coutumes locales. Contre son meilleur jugement, mais espérant recueillir des preuves de supplémentaires et identifier d'autres participants à la conspiration, il accepta l'invitation à dîner à Elmwood Plantation. Le dîner se révéla être une opération de guerre psychologique élaborée, conçue pour évaluer les connaissances de Hartwell, déterminer ses vulnérabilités et lui délivrer des menaces avec la cruauté sophistiquée qui caractérisait toutes les actions des femmes. Les 7 maîtresses étaient présentes, accompagnées de leurs contremaîtres, de plusieurs fonctionnaires locaux que Hartwell reconnaissait comme dépendants financièrement des familles de plantation et d'une poignée d'hommes se présentant comme des hommes d'affaires en visite, mais qui se comportaient avec l'alerte disciplinée de professionnels de l'application de la loi. La conversation commença par des discussions apparemment innocentes sur la politique du Nord, la situation économique et les développements sociaux. Mais Hartwell se rendit rapidement compte que les femmes sondaient bien pour obtenir des informations sur son passé, sa situation familiale, ses connexions politiques et ses faiblesses personnelles. Elles posèrent des questions détaillées sur la santé de son épouse, l'éducation de ses enfants, sa situation financière et ses ambitions professionnelles sous prétexte d'intérêt social poli. « Inspecteur Hartwell, » dit Victoria Pembroke alors que le plat principal était servi. « Nous comprenons que vous avez posé des questions sur nos méthodes de gestion de plantation. Peut-être ne mesurez-vous pas pleinement la complexité du maintien de l'ordre parmi de si grandes populations de personnes primitives. Les méthodes que nous employons peuvent de sembler dures aux sensibilités nordistes, mais elles sont nécessaires pour maintenir la paix et la prospérité qui bénéficient à tous dans notre région. » Victoria ajouta avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Nous avons investi un temps et des ressources considérables pour développer des techniques à la fois efficaces et, en quelque sorte, humaines. Vous comprenez sûrement que certaines situations nécessitent des approches spécialisées qui pourraient ne pas être appropriées pour discussion dans une société polie. » Le moment le plus glaçant survint lorsqu'Isabella Fairfax se pencha et parla à voix basse. « Nous avons entendu que plusieurs enquêteurs fédéraux ont visité notre région au fil des années. La plupart ont constaté que leurs préoccupations initiales étaient infondées. Ils concluaient généralement leur travail rapidement et retournèrent dans le Nord avec des rapports louant notre efficacité et notre contribution substantielle à la prospérité nationale. » Henrietta Hawthorne acheva la menace en observant avec une apparente désinvolture. « Le Mississippi a toujours été dangereux pour les voyageurs peu familiers avec les conditions locales. Accidents de bateaux à vapeur, vols par des pirates de rivière, maladies mystérieuses contractées dans notre climat humide. Tant d'incidents malheureux ont frappé les visiteurs de notre région au fil des ans. » Lucinda Belmonte livra l'avertissement final avec la cruauté exercée et maîtrisée qui la rendait particulièrement efficace dans les opérations des cercles correctionnels. « Nous espérons sincèrement, inspecteur, que vous compléterez votre enquête rapidement et rédigerez un rapport reflétant la véritable nature de nos opérations. Nous détesterions que vous subissiez les mêmes malheurs que d'autres employés fédéraux qui ont mal compris leur rôle. Ici. »
Alors que la soirée se terminait, Charlotte Vandenberg fit une dernière déclaration qui ne laissait aucun doute sur les intentions et les capacités des femmes. Inspecteur Hartwell, nous représentons des familles qui ont façonné le développement économique et politique de cette région depuis des générations. Notre influence s'étend bien au-delà du Mississippi. Nous avons des contacts à Washington, New York, Londres et Paris. Nous contrôlons des banques, des compagnies maritimes, des journaux et des organisations politiques dans tout le Sud. Vous feriez bien de vous souvenir que votre autorité ici existe uniquement grâce à notre tolérance, et cette tolérance a des limites. Hartwell quitta le dîner conscient que sa vie était en danger immédiat, mais il réalisa également que les femmes avaient, involontairement, révélé des informations cruciales sur l'ampleur de leur conspiration et leur méthode de contrôle. Leurs réponses coordonnées confirmaient qu'elles opéraient comme une organisation criminelle structurée, dotée de ressources et de connexions, dépassant largement la simple gestion locale de plantations. Le lendemain matin apporta des développements encore plus inquiétants qui transformèrent l'enquête en une course désespérée contre la montre. Samuel Fletcher ne se présenta pas à une réunion programmée et les enquêtes à son domicile révélèrent qu'il avait disparu pendant la nuit dans des circonstances suggérant un enlèvement plutôt qu'un départ volontaire. L'épouse de Fletcher, Mary, était dans un état de terreur quasi totale lorsque Hartwell parla avec elle. Elle décrivit des hommes armés qui avaient encerclé leur maison à minuit, exigeant de savoir quelles informations Samuel avait partagées avec l'inspecteur fédéral, puis l'avait emmené malgré ses protestations qu'il était un homme libre possédant tous ses papiers. Les hommes avaient averti Mary que toute tentative de contacter les autorités entraînerait la mort immédiate de son mari et son propre asservissement. Ils m'ont dit que Samuel allait apprendre ce qui arrive à Coït qui oublie sa place, dit Mary en larmes. Ils ont dit qu'on allait lui enseigner le respect approprié pour les dames de blanche et que, lorsqu'ils auront fini avec lui, il ne causera plus de problème à personne. L'enlèvement de Fletcher révéla que la conspiration s'étendait au-delà des 7 familles de plantations principales pour inclure les forces de l'ordre local, les juges et d'autres officiels qui étaient soit participants au last crime, soit trop intimidés pour s'y opposer. Lorsque Hartwell tenta de déposer des rapports officiels sur la disparition de Fletcher, on lui répondit que les Noirs libres quittaient fréquemment la région sans prévenir et qu'aucune enquête ne serait menée sans preuve claire de jeu déloyal. L'enquête de Hartwell devint désormais une course contre la montre et contre sa propre survie. Les femmes avaient nommé clairement l'intention d'éliminer toutes les preuves de leurs activités, y compris les témoins, la documentation et l'inspecteur fédéral lui-même. Il commença à copier toutes ces preuves et à les faire transmettre vers le nord par divers canaux, espérant qu'au moins une partie de la documentation survivrait, même si lui-même ne survivait pas. L'escalade finale survint le 13 octobre, lorsque Hartwell découvrit que ses communications télégraphiques étaient interceptées et que ses déplacements étaient même surveillés par un réseau d'informateurs à travers Natchez. Sa chambre d'hôtel était sous surveillance constante. Ses repas étaient préparés par des personnes loyales aux familles de plantation, et même ses conversations avec d'autres invités étaient rapportées à la direction de la conspiration. Plus inquiétant encore, il commença à recevoir des informations détaillées sur les activités quotidiennes de sa famille à Portland, des descriptions des sorties de shopping de sa femme, des emplois du temps scolaire de ses enfants et de la routine de leur foyer. Informations qui ne pouvaient provenir que d'observations directes. Les femmes ne se contentaient pas de le menacer. Elles démontraient ainsi leur capacité à atteindre sa famille, peu importe la distance. Ce soir-là, seul dans sa chambre d'hôtel et entouré de preuves de crimes défiant la compréhension humaine, Hartwell faisait face à la décision la plus difficile de sa carrière. Il pouvait tenter de sauver Fletcher et les autres victimes qu'il avait identifiées, ce qui entraînerait presque certainement sa propre mort et la destruction de toutes les preuves qu'il avait collectées, ou bien se concentrer sur la préservation de la documentation et s'échapper avec des preuves pouvant éventuellement rendre justice, même si cela signifiait abandonner les victimes immédiates à leur sort. Ce choix déterminerait non seulement sa propre survie, mais aussi le sort de milliers de personnes réduites en esclavage dans toute la région, qui souffraient sous la cruauté systématique des cercles correctionnels.
La confrontation qui révélerait l'horreur complète des cercles correctionnels commença dans la nuit du 14 octobre, lorsque Hartwell prit la décision désespérée d'effectuer une inspection clandestine du domaine Riverside pendant l'une des réunions mensuelles des femmes. Utilisant les informations détaillées fournies par Fletcher avant sa disparition, combinées avec des reconnaissances menées sur plusieurs jours, Hartwell approcha la plantation d'Elelanena Dabney depuis le fleuve sous le couvert de l'obscurité, évitant les routes principales où des gardes et des informateurs auraient pu détecter sa présence. Le Mississippi de nuit était un paysage cauchemardesque de courants traîtres, d'obstacles cachés et d'obscurité impénétrable, seulement troué par les torches occasionnelles des bateaux à vapeur. Hartwell progressait le long de la berge boueuse, luttant à travers une végétation dense et repoussant des essaims d'insectes qui semblaient sentir sa peur et son désespoir, les sons de la nuit, des hiboux appelant comme des âmes perdues, le bruit d'êtres invisibles dans l'eau sombre, le frémissement de la mousse espagnole dans des arbres ressemblant à des pendus, créaient une atmosphère de terreur qui semblait anticiper les horreurs qu'il s'apprêtait à observer. À mesure qu'il approchait des bâtiments de la plantation, la scène qui émergea de l'obscurité défiait toute croyance et le hanterait pour le reste de sa vie. La cour derrière la maison principale était illuminée par des dizaines de torches disposées en motifs géométriques précis, projetant des ombres dansantes sur ce qui ne pouvait être décrit autrement qu'une opération de torture systématique déguisée en rassemblement social. Les 7 maîtresses étaient innéprésentes dans leurs plus belles robes de soirée, des créations en soie et satin valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie. Elles circulaient entre différentes stations où diverses formes de tourments physiques et psychologiques étaient infligées à 12 esclaves, abordant leur travail avec le professionnalisme détaché de scientifiques menant des expériences, prenant des notes détaillées, discutant de leurs observations et ajustant occasionnellement leurs méthodes selon les réactions observées. Elelanena Dabney, en tant qu'hôtesse des activités de la soirée, démontrait ce qu'elle appelait les techniques de pression, graduées à l'aide d'un appareil sophistiqué, permettant un contrôle précis de la quantité de stress physique appliqué au corps humain. L'appareil, construit en bois poli et ferrure de laiton, laissait un homme nommé Joseph dans une position permettant l'application systématique de pression sur différentes parties de son anatomie, tout en le maintenant conscient et capable de répondre aux questions. « Mesdames, expliquait Elelanena à ses collègues en ajustant le mécanisme, la clé de la modification comportementale efficace réside dans la compréhension précise de la relation entre l'inconfort physique et la conformité psychologique. Trop peu de pression ne produit aucun changement durable, tandis qu'une pression excessive entraîne l'inconscience ou la mort avant que des données utiles puissent être recueillies. L'art consiste à maintenir le niveau optimal de stimulus pour une valeur éducative maximale. » Tout en parlant, elle documentait soigneusement les réactions de Joseph dans un journal relié en cuir, notant la quantité exacte de pression appliquée, la durée de chaque application et les réactions verbales et physiques du sujet. Elle consultait périodiquement une montre de poche, chronométrant chaque élément avec précision scientifique, tandis que les cris de Joseph servaient de bande-son horrifiante à ses observations cliniques. Victoria Pembroke avait établi ce qu'elle appelait une station de dissolution de loyauté, où les hommes étaient forcés de faire des choix impossibles entre leur propre souffrance et le bien-être des membres de leur famille. Elle avait arrangé un scénario complexe, où Marcus, un homme que Hartwell reconnaissait de ses visites précédentes, devait choisir entre subir lui-même la torture ou voir sa femme Sarah et leur jeune fils subir un traitement similaire. L'aspect fascinant de cette expérience, expliquait Victoria à Constance Vanderhorst, est d'observer le point précis où les liens familiaux peuvent être brisés par une pression psychologique systématique. Marcus commença la session en affirmant son amour pour sa famille et sa volonté de souffrir à leur place. Mais observez comment ces réponses changent à mesure que nous escaladons les conséquences de ces attachements émotionnels. Sarah et son fils n'étaient pas réellement torturés, mais Marcus ne pouvait les voir clairement à travers la lumière brumeuse des torches et des ombres. Victoria utilisait son, ombre
et son imagination pour le convaincre que sa famille souffrait à cause de sa résistance à ses exigences. La manipulation psychologique était si sophistiquée que Marcus en venait à supplier Victoria d'arrêter de blesser sa famille et de le laisser souffrir seul, exactement la réponse qu'elle cherchait à documenter et reproduire. Constance van der Horst menait ce qu'elle décrivait comme des expériences de dissolution de l'identité, combinant privation sensorielle, privation de sommeil et assaut verbal constant pour briser complètement les défenses psychologiques de ses sujets. Sa victime, un homme nommé David, considéré comme l'un des plus intelligents et articulés esclaves du district, était enchaîné dans une chambre spécialement construite, éliminant tous les stimuli visuels tout en amplifiant sons et odeurs perturbants. L'objectif, expliquait Constance en prenant des notes dans son journal, est de déterminer le temps minimum nécessaire pour détruire complètement le sens de soi et l'identité personnelle d'un individu. David est soumis à ce traitement depuis 6 jours maintenant, et nous commençons à observer des signes encourageants de fragmentation psychologique. Il ne répond plus à son nom, ne reconnaît aucun membre de sa famille et montre une conformité croissante à toute commande, peu importe à quel point elle est dégradante ou nocive. Isabella Fairfax poursuivait sa spécialité, qu'elle appelait la beau méthodologie de destruction de la foi, visant systématiquement à anéantir les croyances religieuses qui donnaient force psychologique à ses sujets. Elle avait conçu un rituel blasphématoire, élaboré, obligeant les esclaves à participer à des actes violant leurs convictions spirituelles les plus profondes, documentant comment la destruction de la foi religieuse augmentait la susceptibilité à d'autres formes de contrôle psychologique. Henrietta Hawthorne menait des expériences de modification de la mémoire, combinant traumatisme physique et manipulation psychologique pour créer de faux souvenirs et détruire les vrais. Son sujet semblait dans un état de confusion complète, incapable de distinguer expériences réelles et souvenirs implantés au fil de semaines de travail méthodique. Lucinda Belmonte, la plus sadique du groupe, démontrait des techniques avancées d'application de la douleur avec des instruments manifestement conçus pour la torture. Son approche était plus physique que celle de ses collègues, mais tout aussi systématique dans sa précision et sa documentation. Elle tenait des tableaux détaillés, montrant la corrélation entre type et intensité de douleur et changement de comportement et de conformité. Ce qui unissait toutes ces activités était la précision clinique avec laquelle les femmes approchaient la destruction systématique de la dignité humaine et de l'identité. Elles n'agissaient ni par colère, ni par passion, ni par perte de contrôle. Elles malmenaient de véritables expériences de scientifiques sur la dégradation humaine, cherchant à développer des méthodes reproductibles pour transformer des êtres humains indépendants en outils totalement soumis. Le plus troublant était leur plaisir évident à accomplir ce travail. Les femmes riaient et bavardaient pendant qu'elles travaillaient, se complimentant parfois sur des techniques particulièrement innovantes ou des résultats impressionnants. Elles avaient palisé créé un événement social sophistiqué autour de la cruauté systématique, transformant la torture en divertissement pour leur cercle exclusif, tout en se convainquant qu'elle faisait progresser les connaissances humaines. Les activités de la soirée étaient puis documentées non seulement dans des journaux individuels, mais également à travers des croquis détaillés, des mesures et même des photographies destinées à conserver un enregistrement visuel de leurs techniques pour l'instruction future. Elles constituaient un manuel complet de destruction humaine, destiné à être utilisé par les générations futures dans tout le Sud et au-delà. Au fil de la nuit, Hartwell vit l'arrivée de Samuel Fletcher, à peine conscient et montrant des signes évidents d'avoir enduré plusieurs jours de torture depuis son enlèvement. Les femmes accueillirent dans sa présence avec enthousiasme, désireuses de démontrer leur technique sur quelqu'un qui avait osé collaborer avec l'enquête fédérale. Le traitement de Fletcher se déroulait avec une cruauté particulière, comme exemple destiné à dissuader d'autres Noirs libres de coopérer avec les autorités extérieures. Le point culminant de la soirée survint lorsque les femmes se réunirent pour discuter de leurs résultats, planifier de futures expériences et coordonner l'expansion de leurs opérations dans d'autres régions. Leur conversation révéla l'ampleur réelle de leurs ambitions et la nature systématique de leur conspiration
visant à développer et diffuser des méthodes pour contrôler non seulement les populations esclaves, mais tout groupe qu'elles considéraient comme inférieur. Nous avons prouvé sans aucun doute, annonça Elelana Dabney au groupe réuni, que la volonté humaine peut être systématiquement détruite et reconstruite selon nos spécifications. Les B-techniques que nous avons développées représentent une révolution du contrôle social qui dépasse largement la gestion des plantations. Nous possédons le savoir nécessaire pour remodeler des populations entières, éliminer toute résistance à l'autorité légitime et créer des hiérarchies sociales stables basées sur la supériorité naturelle plutôt que la force brute. Charlotte Vandenberg ajouta, avec une fierté évidente, « Notre succès, ici, démontre la supériorité intellectuelle de notre race et de notre classe. Nous avons appliqué des méthodes scientifiques pour résoudre des problèmes fondamentaux d'organisation sociale. Ce savoir nous rend puissantes au-delà de toute mesure et nous positionne pour diriger le développement d'une civilisation appropriée à travers l'Amérique et au-delà. » Victoria Pembroke révéla l'étendue de leurs projets futurs. Nous avons reçu des demandes de propriétaires de plantations dans tout le Sud, de responsables militaires intéressés par le contrôle de populations capturées et même d'industriels du Nord cherchant des méthodes pour gérer les travailleurs immigrants. Les applications de nos techniques sont pratiquement illimitées et les opportunités financières extraordinaires. Alors que les femmes se préparaient à conclure leur réunion et à reprendre leur rôle de respectables maîtresses de plantation, Hartwell comprit qu'elles en prévoyaient d'éliminer toutes les preuves de leurs activités, y compris les témoins encore capables de témoigner de leurs crimes. Plusieurs des hommes torturés montraient des signes de destruction délibérée pour les empêcher de survivre et de raconter leur histoire. Samuel Fletcher faisait partie de ceux marqués pour élimination, ainsi que plusieurs autres Noirs libres ayant fourni des informations à l'enquête fédérale. Les femmes éliminaient méthodiquement toute personne pouvant exposer leur conspiration, tout en préparant l'expansion de leurs opérations dans la région et au-delà. Confronté à cette réalité, Hartwell fut obligé de prendre une décision impossible qui déterminerait non seulement son propre sort, mais aussi celui de milliers de victimes actuelles et futures des cruautés systématiques des cercles correctionnels. Il prit la décision déchirante de s'échapper avec ses preuves plutôt que de tenter un sauvetage immédiat qui aurait sûrement entraîné sa mort et la destruction de toute preuve des crimes de la conspiration. Il passa le reste de cette nuit horrifique à copier ses documents les plus cruciaux, à rédiger des rapports détaillés pour plusieurs agences fédérales et à organiser la transmission des preuves par différents canaux afin de s'assurer qu'au moins une partie des preuves survive, même s'il n'y survivait pas. Son dernier télégramme, envoyé depuis Naché le 15 octobre, en utilisant un système codé développé avec ses supérieurs à Washington, contenait un message destiné à déclencher une intervention fédérale. Brutalité systématique confirmée. 7 familles opérant un réseau organisé de torture touchant des centaines de victimes. Connexions internationales établies. Demande d'intervention militaire immédiate. Sécurité personnelle compromise. Preuves critiques, sécurisées et transmises. Le télégramme fut intercepté par les autorités locales loyales aux familles de plantation. Mais les précautions de Hartwell garantissaient donc que des copies avaient été transmises par des canaux alternatifs, y compris des capitaines de bateaux à vapeur favorables à l'abolition, des contacts commerciaux du Nord et même des consuls étrangers horrifiés par ce qu'ils apprenaient des pratiques esclavagistes américaines. Ces préparatifs se révélèrent cruciaux lorsque sa voiture fut attaquée le 17 octobre, alors qu'il empruntait la Natchez Trace vers Jackson. L'assaut fut mené par des tueurs professionnels engagés par les familles de plantation, des hommes expérimentés pour faire passer des meurtres pour des vols de routine sur cette route périlleuse. Bien qu'Hartwell échappât à la mort, il fut gravement blessé et contraint de se cacher dans les forêts et marécages autour du Mississippi jusqu'à l'arrivée de renforts fédéraux. L'opération de sauvetage qui suivit révéla l'ampleur totale des horreurs de la conspiration et le réseau sophistiqué de corruption qui l'avait protégé pendant près d'une décennie. Dès les troupes fédérales, venues de la Nouvelle-Orléans, accompagnées d'officiers du corps des ingénieurs de l'armée et d'enquêteurs du Trésor, menèrent des raids simultanés sur les 7 plantations le 3 novembre 1847. Ce qu'ils découvrirent
dans les installations spécialisées, dépassa même les rapports détaillés de Hartwell et défia la compréhension des officiers comme militaires aguerris, ayant été témoins des brutalités de guerre. Les preuves de physique étaient accablantes et indéniables. Les chambres de torture contenaient des dispositifs sophistiqués, témoignant d'investissements financiers considérables et d'une connaissance détaillée de l'anatomie humaine. Des journaux reliés en cuir documentaient des milliers de cas d'abus systématiques avec précision scientifique. Des registres financiers prouvaient la vente des individus torturés et les profits générés par leur souffrance. La correspondance révélait des plans pour établir des opérations similaires dans tout le Sud et même étendre les techniques à d'autres populations. Le plus accablant était la présence des victimes elles-mêmes, des dizaines d'hommes esclaves portant des cicatrices physiques et psychologiques, témoignant vivants des crimes de la conspiration. Beaucoup étaient d'hommes si gravement endommagés qu'ils ne pouvaient de plus fonctionner comme des êtres humains indépendants. Plusieurs avaient perdu la capacité de parler de manière cohérente. D'autres montraient des signes de perte totale de mémoire, et certains semblaient avoir subi des ruptures psychologiques si sévères qu'ils ne reconnaissaient plus leur famille ni ne répondaient à leur propre nom. Les 7 maîtresses furent arrêtées pour conspiration, meurtre, torture, fraude et crimes contre les droits constitutionnels des citoyens américains. Leurs procès, tenus à Jackson, Mississippi, au printemps et été 1848, attirèrent l'attention nationale et internationale, alors que les détails de leur cruauté systématique choquaient même les observateurs habitués aux brutalités de l'esclavage. Les audiences permirent aux survivants de raconter leur histoire, créant un registre public des crimes de la conspiration, impossible à supprimer ou nier. La veuve de Marcus Washington témoigna sur le journal de son mari et la destruction systématique de sa famille. Samuel Fletcher, handicapé à vie par son épreuve mais vivant, décrivit les techniques de torture et le réseau de corruption ayant protégé la conspiration. Le docteur Carey fournit un témoignage médical sur la nature sophistiquée des blessures observées et traitées. Cependant, la justice s'avéra frustrante à cause de la richesse énorme des accusés, de leurs connexions politiques et de la corruption systémique qui pervaut les institutions judiciaires du Sud. Les familles des femmes avaient engagé les meilleurs avocats disponibles, incluant d'anciens sénateurs, gouverneurs et juges fédéraux, qui soutenaient que le gouvernement n'avait pas juridiction sur les affaires internes des plantations et que les accusés agissaient dans le cadre légal de leurs droits en tant que propriétaires. Plus inquiétant encore était le soutien qu'elles recevaient de la part d'intellectuels et de politiciens du Sud, et même de certains hommes d'affaires du Nord, qui affirmaient que leurs méthodes, bien qu'extrêmes, représentaient des approches innovantes du contrôle social pouvant bénéficier à la société. Plusieurs professeurs universitaires témoignèrent comme témoins de moralité, louant l'intelligence des femmes et leur dévouement à l'avancement des connaissances humaines. Des professionnels de santé décrivirent leurs techniques comme des contributions potentielles à la compréhension des maladies mentales et des troubles du comportement. Les procès se soldèrent par des résultats qui satisfaisaient aux personnes et révélèrent les limites de la justice légale dans les affaires, impliquant des crimes systématiques commis par des personnes riches et puissantes. Charlotte Vandenberg et Elena Dabney, identifiés comme les chefs de la conspiration, furent condamnés à 20 ans de prison fédérale, mais purgèrent seulement 7 ans avant de recevoir une grâce présidentielle après un lobbying intensif de dirigeants politiques du Sud. Victoria Pembroke et Constance Vanderhoor furent condamnées à 15 ans, mais furent libérées après 5 ans, prétextant des problèmes de santé probablement fabriqués par des médecins complices. Les 3 conspiratrices restantes, Isabella Fairfax, Henrietta Hawthorne et Lucinda Belmont, échappèrent complètement à la prison grâce à des manœuvres légales et à leur influence politique, ne subissant que de lourdes amendes et des interdictions de posséder des esclaves, restrictions largement ignorées dès que l'attention fédérale se détourna. Peut-être le plus troublant fut le sort des victimes de la conspiration. Les esclaves, ayant survécu aux expériences des cercles correctionnels, étaient tellement endommagés psychologiquement que la plupart ne purent pas jamais fonctionner de manière autonome,
même après leur libération légale par l'intervention fédérale. Beaucoup restèrent sur les plantations ou à proximité, vivant dans des conditions à peine différentes de leur esclavage précédent, incapables de concevoir ou poursuivre une autre vie. Les installations spécialisées de torture furent officiellement ordonnées à la destruction, mais plusieurs furent simplement scellées et abandonnées plutôt que démolies. Les rumeurs locales persistèrent pendant des décennies, suggérant que certaines activités, et peut-être même certains participants, continuaient à opérer en secret longtemps après l'exposition officielle et les poursuites. L'inspecteur Hartwell ne se remit jamais complètement de ses expériences dans le district de Natchez. Ses blessures physiques guérirent, mais le traumatisme psychologique lié à l'observation de la destruction systématique d'êtres humains le marqua à jamais. Il démissionna du service fédéral en 1849 et consacra le reste de ses années à documenter l'affaire, retrouver d'autres victimes et tenter de prévenir des conspirations similaires ailleurs. Ces rapports détaillés, initialement scellés pour des raisons de sécurité nationale et publique, fournirent une documentation que les chercheurs utilisèrent plus tard pour comprendre l'ampleur totale de la conspiration. Les documents ne furent déclassifiés qu'en 1963, plus d'un siècle après les événements, et plusieurs sections restèrent censurées pour protéger des informations jugées trop sensibles pour le public. L'influence des cercles correctionnels dépassa largement leurs victimes immédiates et la période antebellum. Les techniques de manipulation psychologique développées par les 7 maîtresses furent étudiées secrètement par les services de renseignement militaires, les administrateurs de prison et les théoriciens du contrôle social tout au long du XIXe et début du XXe siècle. On retrouve des éléments de leur méthode dans divers programmes gouvernementaux et académiques destinés à gérer des populations difficiles, y compris les écoles pour autochtones, les centres d'accueil d'immigrants et même certaines techniques modernes d'interrogatoire. Le plus inquiétant est la preuve substantielle, suggérant que des conspirations similaires opéraient simultanément dans d'autres régions du sud antebellum. Parmi les documents des femmes de Natchez, des correspondances faisaient référence à des contacts actifs en Géorgie, Caroline du Sud, Virginie, Alabama et Louisiane, mettant en œuvre des programmes comparables. L'ampleur totale de la torture systématique, déguisée en discipline de plantation, ne sera peut-être jamais entièrement connue, car beaucoup de preuves furent ainsi détruites ou restent cachées dans des archives familiales privées. Le district de Natchez lui-même ne se remit jamais du scandale entourant la révélation de la conspiration. Plusieurs grandes demeures furent abandonnées lorsque leurs propriétaires fuirent pour éviter de nouvelles poursuites ou l'ostracisme social. La réputation de la région pour sa richesse, son raffinement et son hospitalité sudiste fut irrémédiablement ternie par l'association avec les horreurs de la conspiration. Les valeurs immobilières chutèrent, les entreprises légitimes déménagèrent, et la région connut une période de déclin économique qui dura des générations. Même aujourd'hui, plus de 175 ans après ces événements, certains historiens locaux et leaders communautaires continuent de minimiser ou de rationaliser ce qui s'est passé, suggérant que les récits avaient été exagérés par les abolitionnistes du Nord à des fins politiques ou que les actions des femmes, bien que regrettables, étaient compréhensibles dans le contexte de leur époque. Ce déni persistant reflète le pouvoir durable des systèmes sociaux et économiques qui rendirent possible une cruauté systématique. La vérité sur les cercles correctionnels nous rappelle que la cruauté humaine peut atteindre des profondeurs difficiles à concevoir, surtout lorsqu'elle est systématisée, rationalisée et menée par des individus éduqués et sophistiqués, se convainquant de leur supériorité morale et intellectuelle. Les femmes de Natchez utilisèrent leur intelligence, leurs ressources et leur position sociale, non pas pour élever l'humanité, mais pour perfectionner des méthodes de dégradation, créant un héritage d'horreur qui résonne encore à travers l'histoire américaine. Leur conspiration montre également comment la richesse, le statut social et les connexions politiques peuvent protéger même les criminels les plus odieux d'une justice appropriée, et comment l'oppression systématique peut se déguiser en progrès scientifique ou en amélioration sociale. Les techniques qu'elles développèrent pour détruire la dignité
et l'identité humaine n'étaient pas des aberrations, mais des extensions logiques des croyances soutenant l'esclavage et d'autres formes de déshumanisation systématique. Cette histoire nous montre que les monstres les plus dangereux de l'histoire humaine sont souvent ceux qui semblent les plus civilisés, instruits et respectables à leurs contemporains. La capacité du mal n'existe pas seulement chez les individus visiblement perturbés, mais aussi chez les personnes ordinaires qui se persuadent que leur statut supérieur justifie de traiter les autres comme des objets d'expérimentation et d'exploitation. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé sur la conspiration du district de Natchez, ou d'autres secrets restent-ils enterrés dans ces grandes demeures le long du Mississippi? Des cruautés systématiques similaires ont-elles pu se produire dans d'autres régions sans jamais être découvertes ou documentées? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce récit et voulez découvrir d'autres histoires horribles comme celle-ci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères historiques sombres. À bientôt pour la prochaine vidéo.